la checklist ultime du SEO sur Shopify. Vous êtes dans la vidéo que vous attendiez si vous voulez faire du SEO sur votre boutique Shopify. Dans cette vidéo, on va passer sur l'entièreté de tous les critères auxquels vous devez répondre pour faire de votre boutique une machine à trafic en SEO. On va passer sur chaque critère et je vais les détailler un par un et vous expliquer quoi faire très concrètement sur votre boutique Shopify. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est ce qui nous aide le plus et ça va vous aider vous aussi énormément. Et posez-moi une question en commentaire, je réponds absolument à tout le monde. C'est parti. La première chose qu'on va voir ensemble, c'est la configuration de base. Je vous ai fait une mind map comme à mon habitude et dans cette configuration de base, il y a pas mal de critères différents à analyser. On va donc commencer tout de suite avec le premier. Le premier, c'est le fait d'acheter un domaine personnalisé. Alors, on commence doucement, on commence bateau, mais ça reste extrêmement important. Et beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément conscience que le SEO, c'est une suite, une somme de petites actions et de petites configurations, optimisation même, je dirais. Donc, acheter un domaine personnalisé qui renvoie à votre mot-clé principal, c'est mieux. Ce n'est pas indispensable, mais ça fait partie des petites actions que vous pouvez mettre en place pour vous assurer une certaine qualité de SEO. Donc, acheter un domaine personnalisé, vous pouvez le faire depuis Shopify directement. Ensuite, installer Google Analytics 4 et Google Search Console. Ça peut faire très peur quand on ne maîtrise pas le SEO. Là, on est encore dans vraiment des très très basiques. On va rentrer ensuite dans du plus compliqué, du plus concret aussi. Et effectivement, ce sont deux indispensables. Ça va faciliter la partie technique et ça va vous permettre d'avoir plus de données qu'avec Shopify. C'est vraiment important parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire remonter directement à Google certaines choses qu'il ne pourrait pas lire si jamais vous ne faisiez pas ce travail-là en amont. Numéro 3, envoyez la sitemap à Google et vérifiez l'indexation. Si vous ne savez pas ce qu'est une sitemap, demandez à ChatGPT, tout simplement. Il va vous répondre et vous verrez, c'est très simple. Mais si vous ne voulez pas du tout vous prendre la tête, il vous suffit de le faire avec SEO Ant. Ça vous sera vraiment beaucoup plus simple de le faire avec SEO Ant. Il y a une case à cocher globalement, ça vous permet de gérer une sitemap et ensuite de l'envoyer directement à Google. Il vous montre comment le faire, c'est extrêmement facile. Si jamais vous voulez le faire tout seul, c'est un peu plus complexe. Vous pouvez le faire avec la Search Console. Vous verrez, ça vous permettra donc d'être plus facilement indexé sur les pages de Google. Ensuite, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'erreur d'indexation dans la Search Console, mais ça, c'est vraiment important de prendre une minute pour comprendre quelque chose. C'est pas parce que vous avez une erreur dans la Search Console que ça y est, c'est la fin de votre vie, il faut que vous arrêtiez tout et il faut absolument que vous la régliez. Non. En fait, ce n'est pas le cas. Quand vous avez une erreur dans la Search Console, ça veut juste dire qu'au niveau technique, il y a quelque chose qui n'est pas parfait pour Google. Et tout n'a pas besoin d'être parfait pour Google. D'ailleurs, si vous mettez le site de Nike, le site de n'importe quoi, de Decathlon, dans la Search Console, vous verrez qu'ils ont aussi des erreurs SEO. C'est pas grave. Il y a plusieurs niveaux d'erreurs SEO. Toutes les erreurs qui sont rouges, qui sont vraiment mises en avant comme graves, là, elles sont un peu graves quand même. Donc, vous allez devoir les résoudre. Mais les erreurs oranges, tant que vous n'en avez pas une multitude, c'est pas gravissime. Et les erreurs vertes, en fait, c'est pas très grave du tout, verte ou jaune, je sais plus. En tout cas, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Souvent, c'est vraiment juste des erreurs techniques pures, mais vous pouvez avancer sans ça. Prenez des notes au fur et à mesure de cette vidéo. Ensuite, numéro 5, installer les bonnes applications Shopify. En effet, on vient de parler de SEO Ant juste au-dessus, je vous en reparle. Pourquoi ? Parce que déjà, j'ai fait une vidéo dessus qui s'affiche juste au-dessus de vous. Ça sera vraiment beaucoup plus simple de faire du SEO avec SEO Ant pour vous. Vous allez gagner énormément de temps. Tout sera vraiment beaucoup plus pratique. Et surtout, il y a plein de petites optimisations où, si vous n'avez pas SEO Ant, vous allez devoir rentrer dans le code, faire des choses un peu difficiles, un peu compliquées. Donc, je vous recommande vivement de ne pas le faire à la main et d'utiliser une application qui est faite pour ça, tout simplement. Aussi, vous pourriez éventuellement utiliser une application pour accélérer la vitesse de votre site. On va en parler un petit peu après, vous inquiétez pas. C'est pas indispensable du tout. Si jamais vous hésitez à en avoir une, attendez la suite de cette vidéo. On va en parler au fur et à mesure. Numéro 6, c'est vérifier le certificat SSL. Ça, qu'est-ce que c'est ? Globalement, si votre NDD, donc votre nom de domaine, il vient de Shopify, c'est automatique. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions. Il n'y a pas de sujet pour vous à ce niveau-là. Si jamais il vient d'ailleurs, en général, c'est une simple case à cocher. Moi, je recommande Hostinger parce que c'est ce qui vous permet de maîtriser votre nom de domaine de A à Z. Je l'utilise depuis des années. Donc, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous si vous voulez tout posséder, tout vraiment pouvoir gérer. Mais si jamais c'est par Shopify, c'est aussi très bien, on ne va pas se mentir. Voilà, là on a fini pour la première étape. Donc les configurations de base, ce qui est vraiment à faire au départ. On va maintenant rentrer dans les considérations un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus complexes et complètes. On peut donc passer à la deuxième partie, recherche et choix des mots-clés. Une partie extrêmement
importante. Au niveau recherche et choix des mots-clés, il y a premièrement le fait de trouver les bons mots-clés. Mais qu'est-ce que ça veut dire de trouver les bons mots-clés? En réalité, trouver les bons mots-clés, c'est en fonction du volume, mais c'est aussi en fonction de la concurrence. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je vous explique très simplement. Le volume, ça va être par exemple le nombre de recherches mensuelles. Donc, on prend n'importe quel mot-clé, par exemple t-shirt, course à pied, ok, c'est un mot-clé. Eh bien, il peut avoir 400 de volume de recherche. Ça veut dire qu'il y a 400 personnes tous les mois qui tapent t-shirt, course à pied sur Google. OK. Et ensuite, donc ça c'est un premier indicateur. Et ensuite, il y a un deuxième indicateur qui est l'indicateur de concurrence. On peut avoir 400 par exemple de volume et il peut aussi y avoir un score de concurrence qui peut par exemple être de 9 sur 10. Donc il ne faut pas se baser uniquement sur le volume. Si vous vous basez uniquement sur le volume, vous allez en général vous retrouver avec des mots-clés avec beaucoup trop de concurrence et vous n'arriverez à rien. Donc un mot-clé avec peu de volume et peu de concurrence, ça vaut mieux qu'un mot-clé avec beaucoup de volume et beaucoup de concurrence. C'est vraiment important de comprendre ça parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez jamais y arriver. Vous allez vous retrouver avec uniquement des gros mots-clés en vous disant il y a beaucoup de volume, trop bien, sauf qu'en fait vous n'arriverez jamais dans les premières positions. Donc il est vraiment important de faire attention à cela. Deuxième chose, analyser cette concurrence justement. Ok, là vous pouvez le faire avec un outil complet comme SEMrush. Quand on dit analyser la concurrence, ça va être aller voir ce qu'ils font, allez voir leur stratégie de mots-clés, allez voir leur stratégie de blogging, allez voir les collections qu'ils mettent en avant sur leur boutique à eux. Bref, vous voyez l'idée, allez voir les concurrents, regardez ce qu'ils font. Si vous ne faites pas ce travail-là, encore une fois, vous n'allez pas avancer parce que le SEO, c'est uniquement une affaire de concurrence. Il faut être meilleur que son concurrent, aussi simplement que cela. Donc, vous devez vraiment faire cet effort-là d'analyser la concurrence et de voir ce qui se passe ailleurs. Ensuite, classer les mots-clés par ordre de pertinence et volume de recherche. Donc, une fois que vous avez trouvé les bons mots-clés, que vous avez analysé la concurrence, vous pouvez classer les mots-clés par ordre de pertinence et par volume de recherche dans un fichier Excel. Ok, faites-le dans un fichier Excel. Vous n'avez pas besoin de vous embêter à faire un truc aussi compliqué que ce que j'ai là sous la main. C'est simple, vous mettez le mot-clé, vous mettez le volume de recherche, donc par exemple 400, c'est ce que je disais pour mon t-shirt de course à pied, et puis vous mettez la concurrence. Comme ça, vous avez une vision d'ensemble. C'est comme ça que ce sera le plus intéressant. Et puis enfin, numéro 4, comprenez les intentions de recherche. Alors là, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement important. On va prendre quelques secondes ensemble pour lire ça. D'après une étude sur la classification des requêtes de recherche, la plupart des recherches sur le web ont une intention informationnelle. Ce type d'intention représente 80% de toutes les recherches. Les 20% restants sont équitablement répartis entre les autres types de requêtes. Autres types de requêtes, il y en a plusieurs. Il y a les requêtes transactionnelles, etc., etc. Donc, si on récapitule ce qu'on vient de lire, 80% des recherches qui sont faites sur Internet sont des recherches informationnelles. Ça veut dire que quand quelqu'un va taper t-shirt, t-shirt par exemple course à pied, eh bien, il est en train de rechercher des informations. Il n'est pas encore en train de taper t-shirt, course à pied, homme, taille M, Nike, bleu. Ça, c'est plutôt une recherche de type transactionnel. Il veut acheter quelque chose. Mais t-shirt, course à pied, en fait, il est en train de faire une recherche d'information. Et si vous lui présentez sous le nez tout de suite une fiche produit, eh bien, vous ne respectez pas les intentions de recherche. Et là, ça peut être plutôt compliqué pour vous. Là, vous allez peut-être avoir un travail à faire qui va être relativement compliqué. Donc, faites vraiment attention à ça et comprenez les intentions de recherche. Comprenez que la majorité des gens ne cherchent pas vos fiches produits, ils cherchent vos pages de collection, ils cherchent éventuellement des articles de blog. Il faut faire attention à tout ça. Numéro 5, utilisez les mots-clés dans les bons endroits. Titre, description, H1, URL, mais surtout sans surcharger. En fait, Google, depuis début 2024, il y a eu des leaks, des tas et des tas de documents qui expliquent comment est-ce que Google va faire pour ranker, donc mettre plus ou moins haut sur les pages de Google, les différents sites web. Et dedans, il y a vraiment de répéter et de matraquer l'information qui est la suivante, qui est que Google va pénaliser la surcharge de mots-clés. Donc mettre ces mots-clés partout ne va pas plaire à Google. Par contre, ce qui est bien mis en avant dans ces pages-là, c'est le fait que Google va favoriser les articles qui sont lus, les articles sur lesquels les gens restent, les articles que les gens partagent, bref, les articles que les gens vont trouver intéressants. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Surcharger ne va pas vous aider, ne va pas fonctionner. Par contre, si jamais vous mettez en avant des articles qui sont intéressants, qui sont vraiment lus, qui apportent vraiment une plus-value, eh bien, vous aurez un meilleur référencement. Ok, ça c'était pour la partie 2, recherche et choix des mots-clés. On va pouvoir passer à la troisième partie, la partie optimisation on-page. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur le site, tout simplement. Il y a 3 parties d'optimisation. Optimisation sur le site, optimisation technique et optimisation en dehors du site, la réputation. On peut aussi les appeler contenu, technique et réputation, comme je viens de le dire. Vous allez voir, c'est plutôt très simple. On continue. Numéro 1,
créer des titres optimisés H1, donc les noms de vos pages. Donc sur Shopify, hein, c'est assez simple. C'est juste le nom de votre page. Donc quand vous créez une nouvelle page ou quand vous créez un nouveau produit, eh bien dans votre administrateur, le premier titre qui s'affiche, ce sera votre H1. C'est le titre le plus important de votre page pour le SEO. Okay, il est directement lié aux mots-clés de la page. Donc vous devez impérativement avoir un titre de page qui soit directement lié à votre mot-clé. Et on n'oublie pas, très important de le noter, un mot-clé par page. Donc vous ne mettez jamais 2 mots-clés sur une page et un mot-clé ne va que sur une seule page. Vous ne pouvez jamais mettre un mot-clé sur 2 pages différentes, un même mot-clé pour 2 pages différentes ou 2 mots-clés sur une page. Ça n'a aucun sens. Un mot-clé, une page, tout simplement. Ok, c'est vraiment important de retenir ça. Donc on optimise et comment on fait pour optimiser? Il faut tout simplement que ce soit lié. Donc si on repart sur mon t-shirt course à pied, eh bien il est assez évident que si vous faisiez un article de blog par exemple, quels sont les meilleurs t-shirts pour la course à pied? Voilà, vous voyez ça c'est un très bon titre H1. Ensuite, numéro 2. D'ailleurs, je vous dis ça, mais ce n'est pas forcément un article de blog. Là, en l'occurrence, on irait plutôt sur une page de collection qui s'appellerait tout bêtement peut-être les meilleurs t-shirts pour la course à pied. Ensuite, vous auriez une collection et puis un texte qui explique. Ensuite, limitez les titres H1 à 60 caractères max. Pourquoi? Parce que regardez, comme sur cet exemple de Decathlon, en fait, il y a une limitation. Vous voyez, eux, ils ont bien respecté la limitation. Il n'y a pas 3 petits points après le nom de leur page. Donc, débardeur, running, homme et t-shirt, ça, c'est bien ce que vous avez sous les yeux. Hein, c'est bien, en effet, le titre H1 de leur page. On voit d'ailleurs que c'est une page de collection, puisqu'il y a plusieurs images, comme vous pouvez le voir ici. Pas une page produit, comme je vous en ai parlé juste avant, parce que les intentions de recherche sont des intentions informationnelles. Donc là, on voit vraiment que ça a été bien fait, ça ne dépasse pas. Il faut vraiment faire 60 caractères maximum, ou 58, 57 par là, parce que tout simplement, si vous en mettez plus que ça, ça va dépasser, il y aura 3 petits points, vous aurez moins de chances d'obtenir un clic de la part de l'utilisateur de Google. Ensuite, numéro 3, même chose pour les métadescriptions. La métadescription, c'est le petit texte qu'on a juste là. Si vous voulez rédiger votre métatitre et votre métadescription sur votre boutique Shopify, c'est très simple. Vous vous rendez sur n'importe quel produit, sur n'importe quelle collection ou sur n'importe quelle page et vous descendez tout en bas. Et tout en bas, vous aurez l'encart pour le SEO et vous pourrez modifier tout ça pour le référencement, ce sera très bien. SEO référencement, c'est la même chose pour ceux qui ne sont pas au courant de ça. Donc, rédiger des métadescriptions attractives inférieures à 150 caractères. Pour la même raison, utiliser des appels à l'action, par exemple, pour augmenter le CTR. Vous voyez, là, c'est vraiment intéressant, dans le petit texte qui se situe juste là, encore une fois, de venir mettre des petits appels à l'action, de mettre en avant la livraison gratuite, de mettre en avant ce genre de choses. Parce qu'en mettant ça ici, vous allez non pas favoriser forcément le SEO, le référencement, mais les clics. Et les clics, eux, favorisent le SEO. Vous voyez l'idée? Parfois, il ne faut pas parler à Google, il faut parler à l'utilisateur. Je dis parfois, mais en réalité, c'est la majorité du temps. Google va favoriser quand vous allez bien parler à l'utilisateur. Il ne va pas favoriser quand vous parlez bien à Google. C'est vraiment important de le comprendre. Le nouveau SEO, c'est ça. Numéro 4. Structurer les pages avec un seul H1 et plusieurs H2, H3. Vous verrez, quand vous allez pouvoir créer vos pages et notamment vos textes, vous pouvez sélectionner un titre et vous pouvez écrire H2, H3, etc. La structure est simplissime. Le H1, il n'y en a qu'un seul par page. C'est le titre de votre page. Les H2, ce sont tous les sous-titres. Quand vous avez, par exemple, un titre principal, puis ensuite un sous-titre, c'est un H2. Et si jamais, à l'intérieur d'un sous-paragraphe, enfin d'un paragraphe plutôt, vous avez plusieurs sous-titres, là, dans ce cas-là, c'est un H3. Donc, un H1, H2, 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 H2. Et si à un moment, vous en avez plusieurs à l'intérieur des petits, vous pouvez mettre H3, H3. Donc, ça ferait H1, H2, H3, H3, H2, H2, H3, H3, H2. Vous voyez l'idée, plutôt simple en réalité. Si vous n'avez qu'un seul H3, du coup, ce n'est pas un H3, c'est un H2. C'était pour ça, surtout, mon point. Vous voyez l'idée, faites bien attention à ça. Donc, vous sélectionnez sur Shopify et vous mettez H2, H3, tout simplement. Plutôt H2 dans la majorité des cas. Ensuite, optimisez les images. Nom de fichier, balise alt descriptive et compression. Alors, compression, c'est simple, vous allez sur Google, vous tapez compresseur d'image, vous mettez votre image, vous la compressez. Vous pouvez aussi le faire avec SEO Rand, bien entendu. Nom de fichier, il faut tout simplement renommer vos images avec le mot-clé de la page sur laquelle les images sont. Oui, c'est important. Google va tout lire et les utilisateurs aussi, parce qu'ils vont utiliser Google Images pour beaucoup d'entre eux. Et évidemment, la balise alt descriptive, vous pouvez modifier ça directement dans votre administrateur Shopify. Sur la gauche, vous avez contenu, vous descendez jusqu'à fichier, vous cliquez sur vos images et vous mettez les mots-clés évidemment de la page. Vous pouvez mettre le H1 en général directement dans la balise alt de l'image. Faites ce que je viens de dire, vous allez voir, administrateur, contenu, fichier, vous cliquez sur vos images et vous allez pouvoir rentrer sur la partie droite la balise de votre image. Très important pour le SEO.
Ensuite, créer des URL propres et lisibles. Ça se fait aussi au même endroit que celui dont je vous ai parlé un petit peu avant, tout à l'heure. Donc, sur n'importe laquelle, dans votre administrateur toujours, hein, sur n'importe laquelle de vos fiches produits, de vos pages de collection ou de vos pages tout court, eh bien, vous n'avez tout simplement qu'à descendre tout en bas de ces pages. Vous avez l'encart pour écrire le H1 l'URL et la métadescription. Vous pouvez donc écrire une URL propre, une URL lisible. On évite les chiffres, on évite les apostrophes. Enfin voilà, tout ça, c'est pas possible. De toute façon, il faut mettre des choses simples. Donc par exemple, hein, regardez, ici, si c'était débardeur running homme et t-shirt, l'URL serait débardeur-running-homme-t-shirt. Pas besoin de mettre les et, les ou, les donc, les pour. Voilà, tous les petits mots de jonction, de coordination, on n'a pas besoin. On garde les choses simples, lisibles, claires, épurées pour Google, mais surtout pour l'utilisateur. Numéro 7, créer un maillage interne intelligent. Alors là, pour beaucoup d'entre vous, ça devient compliqué. En réalité, ça ne l'est pas du tout. Regardez, chaque page doit être liée aux autres. On a une page de niveau 1 qui peut être notre page d'accueil. Puis après, on a des pages de niveau 2 qui peuvent être, par exemple, hein, des pages qui vont parler, ici une page de collection sur les t-shirts de course à pied, ici sur les shorts de bain, et ici une autre page de niveau 2 sur autre chose encore. Ça peut être les maillots de bain pour femmes. Voilà. Et en dessous, on va avoir des pages donc de niveau 3 directement liées à cette page de niveau 2. Donc là, on serait encore sur des t-shirts pour la course à pied. Et puis ensuite, on serait encore sur des maillots de bain pour hommes. Je crois que c'est ça que j'avais dit. Et puis enfin, encore ici, donc, des maillots de bain pour femmes. Vous voyez l'idée. Le but, c'est juste que les pages qui traitent des sujets similaires soient liées entre elles. C'est extrêmement simplifié, mais vous voyez l'idée. C'est vraiment important de comprendre ça. Créer un maillage interne, c'est juste mettre des liens à l'intérieur des pages. Qu'est-ce que c'est mettre des liens à l'intérieur des pages? Quand vous écrivez du texte, vous sélectionnez le texte, vous mettez le lien de l'autre page. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi mettre un bouton si vous le voulez, mais ce n'est pas obligatoire. Il faut que de n'importe quelle manière, il y ait un lien entre les deux pages. Mais regardez, il n'y a pas de lien entre les pages de niveau 3 ici et les pages de niveau 3 ici. Elles sont bien séparées, ce sont deux choses différentes. OK. Une fois que vous aurez créé un maillage intelligent, eh bien, il faudra mettre les pages stratégiques dans le menu principal, celles qui favorisent l'expérience utilisateur. Évidemment, vous n'allez pas mettre toutes vos pages dans votre menu. Le menu n'est pas là pour le SEO directement. Alors, un petit peu en réalité, mais il est surtout là pour l'utilisateur. Donc, dans votre menu, mettez les pages pertinentes, importantes, intéressantes à avoir dans son menu. OK, on continue. Waouh, on a terminé donc le troisième silo, la troisième liste d'optimisation. On part tout de suite sur la quatrième, qui sont les optimisations techniques. Je vous ai dit qu'il y avait 3 piliers. Le pilier numéro 1, le premier pilier, c'est donc le pilier de contenu, celui on-site qu'on vient de voir. Le deuxième, c'est l'optimisation technique. Le troisième, il est juste là, c'est la réputation. Et après, on en a encore 2 autres, puisque je vous ai dit que cette checklist était complète, entière, et qu'on voyait absolument tout dedans. OK. Optimisation technique, c'est parti. Numéro 1, améliorer la vitesse du site. Ça, c'est simple, il y a une vidéo qui s'affiche juste là. Vous pouvez aller voir cette vidéo, ça vous sera extrêmement utile. Et effectivement, je vous explique un petit peu tout. Je vous débunk aussi pas mal de choses sur ces histoires de vitesse du site. Ça va, je pense, beaucoup vous plaire. Numéro 2, tester la vitesse avec un chrono et pas un outil. Ça fait partie des choses dont je parle dans cette vidéo, mais je vous le dis maintenant pour les petits malins qui n'auraient pas mis la vidéo de côté. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo, donc allez voir cette vidéo après avoir fini de visionner celle que vous êtes en train de visionner maintenant. OK, numéro 3, optimiser pour mobile first. Ça, c'est quelque chose qu'on entend partout, tout le temps. Ce qui est vachement bien, c'est qu'avec Shopify, c'est déjà fait. Alors, ça dépend de votre thème. Je vous recommande d'utiliser les thèmes dont Shopify fait la promotion. Mais si vous avez un thème externe, vérifiez que c'est bien mobile first, etc. Je vous recommande vivement quand même les thèmes qui sont estampillés Shopify et qui sont disponibles sur la bibliothèque des thèmes Shopify. Numéro 4, corriger les erreurs 404 et les redirections inutiles. Ça, vous pouvez le faire avec SEO Hunt. C'est vachement pratique. Erreur 404, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une URL qui mène nulle part. Donc, si vous avez modifié une URL, par exemple, vous avez fait des redirections vers d'autres pages alors qu'il n'y a pas besoin, tout ça se fait avec SEO Hunt. SEO Hunt a un outil simplissime qui vous permet vraiment, littéralement, d'avoir la liste des redirections de votre site et vous pouvez les cocher, les modifier extrêmement simplement, comme si vous aviez juste à sélectionner 2-3 trucs. La vidéo SEO Hunt s'affiche bien entendu, je vous invite vivement à aller la voir, ça vous sera très utile. Numéro 5, éviter le contenu dupliqué. Le contenu dupliqué, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous volez quelque chose, littéralement. Le contenu que je vais vous décrire entre dans la catégorie voler, c'est le contenu d'une autre langue que vous transformez en français. Google n'est pas bête. Google est bien plus intelligent que vous, moi et une bonne partie de la population mondiale réunie. Donc,
Google le saura. Si vous faites ça, Google le sera informé de ça et vous serez bien entendu pénalisé puisque Google passe sur tous les autres sites, donc il a déjà toutes ces informations-là. Donc ne volez rien, faites du contenu authentique. Vous pouvez faire un premier jet avec ChatGPT, mais ensuite repasser dessus. Si vous voulez faire du SEO, il va falloir écrire. Vous pouvez soit en fait, fonctionner de deux manières. Vous pouvez soit donc faire un premier jet avec ChatGPT et ensuite vous corriger, soit faire un premier jet vous et demander à ChatGPT de corriger. Les deux manières sont tout à fait possibles. Ensuite, numéro 6, vérifier la profondeur des pages. Moins de 3 clics depuis la page d'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est très simple. Ok, c'est pas forcément moins de 3 clics depuis la page d'accueil en réalité quand même, mais il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 sauts dans votre URL. Ok, parce que regardez, les pages de profondeur 1 à 3, elles génèrent 8,5 fois plus de visites SEO que celles de profondeur 4 ou plus. Donc, c'est vraiment important que vous restiez sur les pages de niveau 1, 2 et 3. Donc, n'allez pas trop profond. Si on revient, regardez, si on revient juste ici sur les optimisations on-page, niveau 1, niveau 2, niveau 3, et vous voyez, il n'y a pas de niveau 4, parce que le niveau 4, il faut quand même plutôt éviter. Alors, au bout d'un moment, vous serez obligé, en réalité, ça, c'est les conseils génériques. Au bout d'un moment, vous serez obligé, quand vous aurez des centaines de pages, aller vers du niveau 4 vous permettra de solidifier un peu le tout, parce que ça génère quand même du trafic, vous le voyez, même si c'est beaucoup moins évidemment. Mais donc, dans un premier temps, contentez-vous des niveaux de pages 1, 2 et 3, comme on vient de le voir juste avant sur l'image que vous avez vue dans cette mind map. Et voilà, là pour les optimisations techniques, c'est terminé. Vous voyez, c'était relativement simple, relativement facile, il n'y a pas grand-chose à savoir, puisqu'en réalité, la majorité des optimisations techniques, on les aura faites dans la configuration de base. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, SEO off-page, la fameuse réputation, et un mot qui terrifie nombreux et nombreuses d'entre vous, les fameux backlinks. Les backlinks, on va en parler. Obtenir des backlinks de qualité, c'est quelque chose d'extrêmement important et vous ne savez peut-être pas comment faire. C'est assez simple. Vous pouvez taper achat de backlinks sur Google. Il y a des tas de plateformes comme eReferrer et bien d'autres. eReferrer, tout simplement, c'est une plateforme marketplace sur laquelle vous pouvez acheter des backlinks. Ça vous permet donc que sur un autre site, eh bien, il y ait un lien de votre site. Donc, à l'intérieur d'un article de blog, par exemple, quelqu'un sur son site va vous citer et mettre votre lien. Eh bien, ça s'achète. Évitez absolument les sites poubelles. Donc, allez voir les sites sur lesquels vous voulez acheter des emplacements. C'est littéralement comme acheter une maison dans un quartier. Vous avez vraiment envie, croyez-moi, de visiter le quartier avant d'acheter votre première maison ou votre 10e maison si vous êtes en train de vous construire un patrimoine solide. Mais dans tous les cas, vous avez envie de connaître le quartier, de connaître les habitudes, d'être sûr que vos voisins sont des gens respectueux et il est donc important, il est donc très important même pour vous d'aller voir les sites sur lesquels vous achetez des emplacements. Il vaut mieux dépenser 200 € pour un backlink de grande qualité que pour 10 poubelles. Il vaut mieux vraiment dépenser une somme identique, voire supérieure, pour beaucoup moins de backlinks et qui sont des backlinks de qualité qui vont vous apporter du trafic. Pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs, les backlinks? Juste pour être sûr que vous compreniez bien quelque chose d'intéressant. C'est que si jamais quelqu'un d'autre qui a donc beaucoup de trafic, mettons quelqu'un qui a 20 000 de trafic mensuel, peut-être 200 000 de trafic mensuel sur son site. Il crée un article de blog dans lequel il vous cite, dans lequel il mène à votre site. Peut-être que ça peut vous rapporter 100, 200, 300, 500 personnes par mois sur votre site. Vous allez donc acheter un backlink une fois, un emplacement une fois, qui va vous rapporter 500 personnes par mois en fonction de où vous l'avez acheté. Donc vous avez compris l'idée. Parfois, on se dit, non mais attends, c'est hyper cher, je ne vais pas dépenser 200 € dans un backlink. Si à partir du mois prochain, ce backlink vous envoie 500 personnes par mois, et que sur ces 500 personnes, vous en avez, on va dire, 3 x 5, 15 personnes qui achètent, et que tous les mois, eh bien dans ce cas-là, votre backlink est rentabilisé extrêmement rapidement. Vous avez donc très bien compris l'idée et l'intérêt des backlinks. Un backlink, c'est ni plus ni moins qu'un lien sur le site de quelqu'un d'autre. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous devez faire donc? Surveiller et désavouer les backlinks toxiques. Avec un outil comme SEMrush. SEMrush va vous permettre, SEMrush ou d'autres, vous pouvez taper alternative SEMrush, vous trouverez une palanquée d'outils. SEMrush étant le plus connu et celui dans lequel les gens ont le plus confiance et à raison, c'est un excellent outil. Mais donc, SEMrush va vous permettre de connaître la qualité, la santé des backlinks de votre site. Et ça vous permettra donc de surveiller, de voir s'il n'y a pas des backlinks de mauvaise qualité, donc des sites de mauvaise qualité qui renvoient vers le vôtre. C'est aussi simple que ça. Il ne faut pas commencer à complexifier toutes ces choses-là. Le SEO est beaucoup plus simple qu'il en a l'air. Donc vraiment, surveiller et désavouer les backlinks toxiques. Donc désavouer, c'est tout simplement les désindexer. Numéro 3, récupérer les backlinks cassés et perdus. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez acheté un backlink, par exemple, mais que la personne finit par le rompre, donc enlevez le lien, tout simplement, contactez-la rapidement. Et évidemment, n'hésitez pas à faire des contrats. Comment on fait les contrats? On paye un avocat très cher? Non. On utilise ChatGPT, tout simplement. Puisque
on est en 2025, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à payer un avocat très cher pour faire un tout petit contrat pour des backlinks. Donc, demandez à ChatGPT de vous faire un petit contrat solide qui détermine la durée dans le temps. On mettait 10 ans, comme ça, vous n'avez pas de problème. Et ce sera beaucoup plus simple pour vous. OK, numéro 4. Nouer des partenariats avec des blogs sur le même thème que vos produits. Ça va vachement bien fonctionner. Les sites de référence peuvent vous amener du trafic. OK, un site qui parle de mode pour hommes, si jamais vous vendez de la mode pour hommes, eh ben, c'est hyper intéressant de nouer un partenariat avec eux. Ça peut être un partenariat de toutes sortes. Vous pouvez leur proposer évidemment un revenu mensuel, fixe. Ça peut être un revenu variable en fonction du trafic apporté. Il y a tout un tas de possibilités, mais c'est extrêmement intéressant de faire ça pour récupérer un maximum de backlinks. Contactez la presse et les médias pour obtenir des backlinks de qualité. C'est personnellement ce que j'avais fait pour ma marque de box pour chiens Yolpets, une marque de produits 100% français. On avait contacté la majorité des médias qui étaient à notre portée et on avait fini par avoir un article gratuitement. Hein, je le précise, ils étaient venus chez nous, ils avaient fait des photos, ils avaient rédigé l'article dans Sud-Ouest ou dans Ouest France, je ne sais plus. En tout cas, c'était dans un des deux et ça nous avait permis d'avoir un backlink de qualité et donc d'obtenir du trafic très rapidement. C'était complètement gratuit, ça nous apportait aussi de l'autorité, ça nous apportait de la preuve sociale, c'était une bonne idée. Donc, faites ça, fixez-vous, voilà, à partir de lundi, tous les matins, vous contactez, je ne sais pas, 3 médias, 5 médias chaque jour. Je vous assure que vous aurez rapidement d'excellents résultats. Ensuite, hop, on continue. Numéro 6, être actif sur les réseaux sociaux. Ben oui, les réseaux sociaux, c'est aussi des backlinks. Ils sont gratuits, donc ils sont moins qualitatifs au début. Mais si vous commencez à avoir des réseaux fournis avec une grande quantité de personnes qui vous suivent, ça va vous apporter du trafic SEO. Et ce trafic va booster votre SEO général. Enfin, plutôt, ça va vous apporter du trafic grâce au réseau et ça va booster votre SEO général. Voilà, c'est ça. Donc, soyez actifs sur les réseaux, ayez des communautés, des gens qui vous suivent pour ce que vous leur proposez, ce que vous leur donnez comme contenu informatif. Si vous faites que vendre vos produits, ça ne marchera jamais. Et ça vous permettra d'avoir des backlinks de qualité venant des réseaux sociaux. Et enfin, travailler avec des influenceurs et des partenaires pour augmenter l'autorité. Demandez-leur de rédiger des articles, par exemple, chez vous, sur votre boutique. Ça marche vachement bien. Waouh, c'était un gros morceau, le SEO off-page, mais on a vu plein de choses super intéressantes. Il en reste 2 et vous verrez dans l'amélioration continue que je vous ai gardé quelques pépites. Donc restez bien jusqu'à la fin. SEO local. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Premièrement, je vous recommande de créer et d'optimiser votre fiche Google My Business. Ok? Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les petites fiches comme ça qui vont apparaître sur Google Maps. Ça aide vraiment beaucoup votre référencement. Donc n'hésitez pas à le faire. Mettez évidemment votre adresse de domiciliation. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite vivement à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici, je pense, pour créer une adresse de domiciliation. Ça vous aidera énormément et ça vous permettra ensuite d'avoir un excellent SEO. OK. Numéro 2, être présent dans les annuaires locaux. Ça peut toujours vous rapporter du trafic, surtout si vous avez en plus de votre boutique une boutique physique. Ça draine du trafic très qualifié. Numéro 3, utiliser des mots-clés locaux. Bah oui, pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence. Et même si vous avez très peu de trafic, si jamais il y a 0 concurrent, vous avez du trafic extrêmement qualifié. Mettons qu'il y ait 100 personnes par mois, 50 personnes par mois, même juste 30 personnes par mois qui recherchent quelque chose d'extrêmement précis. Boutique, de vêtements, course à pied, Lyon. C'est très précis. Mais si jamais, sur ces 40 personnes, 30, 35, 38, soyons fous, personnes sur ces 40 tombent sur vous, vous avez du trafic extrêmement qualifié. Rien que pour vous, c'est merveilleux. Donc, faites ça. Encouragez évidemment les avis clients, les avis Google, les avis Trustpilot, parce que si vous faites ça, ça augmente l'autorité auprès de Google. Ça vous fait aussi des backlinks de qualité. Google sera ravi que vous ayez tous ces avis. OK, on enchaîne avec la dernière rubrique, une des plus importantes, évidemment, suivi et amélioration continue. Là, c'est important de suivre. Vous allez devoir analyser les performances SEO chaque mois. Vous devez suivre. Ok, c'est un travail qui n'en finit jamais. Ça peut faire peur, mais en réalité, si vous avez le bon état d'esprit, c'est exactement l'inverse. Ça ne fait pas peur. Lorsque vous comprenez que ça ne se finit jamais, ça veut dire que vous pouvez améliorer à l'infini. Vous allez pouvoir avoir du trafic qui tend vers l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire qui tend vers l'infini? Ça veut dire qu'il ne fait que croître de mois en mois, d'année en année. Donc c'est vraiment important de comprendre ça et de se dire que si vous travaillez bien votre SEO, vous aurez de plus en plus de trafic à vie. Ensuite, créer une vraie stratégie de contenu basée sur les questions des clients. Ok? Donc, n'hésitez pas à appeler vos clients, à leur poser des questions, à discuter avec eux, à échanger pour comprendre de quoi ils ont besoin, comprendre ce qu'ils recherchent et donc, évidemment, pouvoir leur proposer des articles de qualité. Vous pouvez aussi utiliser des outils comme Answer the Public et puis ensuite, Answer the Public,
pour ceux qui ne connaîtraient pas cet outil. Et puis ensuite, évidemment, créer un calendrier de contenu avec des articles de blog postés chaque semaine. Corriger les pages qui ont du trafic, mais pas de conversion. Oui, parce que ça, c'est aussi important. C'est aussi un critère qu'on oublie malheureusement, mais un des principaux critères pour Google, c'est si vous avez des achats, tout simplement. Parce que si vous faites tout bien au niveau SEO, mais que par essence, votre boutique n'est pas optimisée pour la conversion et que vous n'avez pas d'achat, vous serez forcément plus pénalisé qu'une boutique qui possède des achats. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très important de travailler cela et vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche juste là pour créer votre fiche produit optimisée. Numéro 4, mettre à jour les anciens contenus. Oui, quand vous avez fait des contenus pendant un an, les contenus qui datent d'il y a un an, peut-être qu'il y a des mises à jour à faire, peut-être qu'il faut les refaire. Vous pouvez faire des versions 2025, version 2026, etc., etc. Ça marche vraiment très très bien. Et enfin, le tout dernier conseil, abonnez-vous à cette chaîne. Puisque dans cette vidéo, je viens de vous donner énormément de choses. Non, je plaisante. Le tout dernier conseil, évidemment, tester, optimiser en continu. Vous allez pouvoir tester les différents sujets de blog, les différents partenariats, les différents backlinks. Bref, tout est à tester. Je vous recommande vivement de prendre ce temps pour faire du SEO. Ça va énormément vous aider. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez cliquer juste ici pour aller voir une vidéo qui va vous permettre de créer votre page d'accueil sur Shopify. Bonne soirée.